Bon, c'est la crise. Bonjour à tout le monde. Merci de l'invitation, merci de l'introduction. C'est toujours un plaisir d'être là, surtout maintenant en tant que retraité. C'est vraiment un grand plaisir. Bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore salués personnellement. Il y a des hôtes illustres là dans la salle. Vous pouvez tous réagir. C'est ce que je vais dire. Voilà, donc ça c'est les feux de forêt. Vous n'oubliez pas que l'Afrique, c'était des grandes et vastes forêts avant que les déserts se sont installés. Donc on est peut-être juste au début de l'évolution européenne. Le titre, le fédéralisme permet éventuellement de mieux résister aux crises, mais pas de mieux les gérer. La première phrase, c'est Raël Freiburg-Haus qui a cité un travail qui a comparé différents pays et qui est arrivé à la conclusion que la Suisse, grâce au fédéralisme, s'en serait mieux sortie dans le Covid, en l'occurrence, que des pays qui étaient gérés de manière centralisée, comme la France, par exemple. Alors, je ne sais pas si du point de vue statistique, ça tient la route, si vraiment on peut dire que c'est à cause du fédéralisme, ou bien si c'est malgré le fédéralisme. La causalité, pour moi, je n'ai pas été regardé en détail dans l'étude, j'ai personnellement un peu des doutes. Je pense qu'il y a d'autres facteurs, comme la qualité du système de santé, ou les ressources, ou la richesse du pays, qui ont probablement aussi joué un rôle. Et voilà. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est vraiment la gestion de crise dans le contexte du fédéralisme. Je vais me concentrer là-dessus. On pourrait faire 2 jours là-dessus. J'ai essayé de faire 3/4 d'heure. Et puis, il y a beaucoup de choses qui ont été publiées aussi. Il y a des rapports qui sont encore attendus. La chancellerie fédérale a été très active. C'est comme le chant du cygne, juste avant que le chancelier fédéral parte. Il y a encore plein de choses qui se passent. Il m'a dit que son grand souci, c'était que toutes les recommandations qui ont été faites passent au tiroir et que finalement le contrôle fédéral des finances serait bien inspiré de faire un audit de suivi sur les recommandations qui ont été faites, qui ont été plus ou moins été acceptées du bout des lèvres, et puis qu'il faudrait voir si vraiment quelque chose se passe. Mais ça, c'est mon successeur qui doit décider ça. Mais donc c'est intéressant de voir que le chancelier fédéral, et on verra qu'il a un rôle central, a lui-même des doutes sur la mise en place des recommandations qu'il a préconisées. Puis comme il part maintenant, on a peut-être son successeur dans la salle, mais on ne sait pas. Les crises, ça commence toujours à un moment donné. Et ça, c'est un point qui est fondamental et qui est probablement un des problèmes centraux du fédéralisme. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe au début de la crise. À partir de quel moment on est en état de crise. Et dans les rapports qui ont été publiés, il a aussi été dit que à partir du moment où on dit on est en crise, c'est un signal politique grave qui effraie tout le monde. Donc on va essayer de pousser ce moment le plus loin possible, ce qui n'est peut-être pas une chose très intelligente, mais qui politiquement permet d'éviter d'affoler les gens. Donc on va regarder dans 3 cas la pénurie de médicaments en Suisse, le cas de la protection civile et les laboratoires de haute sécurité, pour voir est-ce qu'on est déjà en crise, est-ce qu'on est en train d'arriver en crise, est-ce qu'il ne serait pas bon maintenant déjà de dire qu'on a un début de crise. Je vous laisserai voir. La pénurie de médicaments, on entend ça depuis la fin du Covid. Il y a un petit peu des problèmes avec les antibiotiques, il y a un peu des problèmes avec les antidouleurs, il y a un peu des problèmes partout. Les produits médicaux, on semble aussi avoir des problèmes, et puis les produits vétérinaires, il y a aussi des problèmes. Donc en fait, il y a un audit du contrôle des finances qui avait traité ça aussi. On se rend compte qu'on a un petit peu partout du problème. Alors il y a un excellent rapport de l'Office fédéral de la santé publique qui est déjà vieux, je dirais, parce qu'il date de février 2022, donc la pénurie en temps de crise, on a maintenant 1 an et demi, on a 18 mois. Sur une crise, 18 mois, c'est beaucoup de temps. Et qu'est-ce qu'il dit, ce rapport? Il dit, ouais, bon, d'abord, c'est les cantons qui sont compétents, et puis il faudrait voir qu'est-ce qu'on peut faire dans le cas des compétences constitutionnelles. Alors, ce qui est fantastique, c'est cette dernière phrase. Au vu de la responsabilité claire des cantons pour les soins médicaux vétérinaires, des modifications devraient, dans certains cas, être envisagées à ce niveau également. Alors, quand vous lisez ça, ça veut dire, le rapport, il dit, il faut modifier la Constitution fédérale si on veut faire quelque chose. Si, par exemple, on veut aller au-delà de simplement faire des stocks obligatoires, si on veut rapatrier des entreprises pour produire des médicaments en Suisse ou des choses comme ça, il n'y a personne qui a la compétence pour faire ça, c'est les cantons. Et alors, on sort des rapports comme celui-là en disant, en fait, il faut peut-être modifier la Constitution. Et ça, il n'y a personne qui le fait comme d'habitude. Donc ça va rester comme ça.
Et si on veut plus, ben, il faudra le faire, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment. À mon avis, on est déjà dans la crise pour ces questions de pénurie de médicaments. Les pharmaciens le disent, les hôpitaux le disent, je serais intéressé de voir les interventions après. Mais on n'est pas, formellement, la crise n'a pas été déclarée, les mesures ne sont pas prises. Abri de protection civile, il s'agit vraiment de ce problème. Il y a des gens qui n'ont pas d'abri de protection civile, ils ont renoncé, ils se sont achetés des places publiques auprès de leur commune au moment où ils ont construit leur maison. Et ils sont venus, à un moment donné, ils ont dit, bon, bah, écoute, chère commune, on a payé 6 000 francs, 8 000 francs pour des places, elles sont où nos places? C'était surtout dans le canton de Vaud, et il n'y avait pas de place. Voilà. Alors, ce qui est intéressant maintenant, suite à cette intervention de la conseillère nationale Fiala, on a des cartes, vous pouvez regarder, il y a le lien, je ne sais pas si les liens seront en ligne, je l'imagine. Là, vous avez le canton de Berne, vous voyez les communes, et vous pouvez cliquer par commune. Tout ce qui est rouge, il y a moins de 80% de couverture. Donc, il y a 20% de personnes qui resteront dehors. Et puis après, vous cliquez sur certaines communes et vous voyez, par exemple, Nau, qui est là en haut, c'est au pied du Chasseral. Ils ont un taux de couverture actuellement de 29%. Donc là-bas, c'est 71%. Donc ça vaut la peine. Il faut courir là. Hein. Le nombre de places, ça va être. Alors voilà. Et la réponse du Conseil fédéral, c'est de dire quand il y aura la guerre, là, le Conseil fédéral peut exiger des cantons qui disent où sont les places. Mais tant qu'il n'y a pas la mobilisation générale, hein, c'est la réponse qui est là, la planification est réalisée dans la perspective d'un conflit armé. Donc tant qu'il n'y a pas de conflit armé vraiment presque sûr, ça reste la compétence des cantons. Donc là, on est vraiment dans le quand est la crise et la question de la préparation de la crise. On va y revenir. Puis après, il y a ces laboratoires de haute sécurité. Il y a le niveau 4, le niveau 3. C'est très technique. Wuhan, c'était un laboratoire de biosécurité 4. L'IVI, l'Institut Virologie et Immunologie à Berne, qui est un institut fédéral, c'est aussi un niveau 4. Il y a le laboratoire ABC de Spitz, qui est aussi un niveau 4. Et en fait, un audit du contrôle des finances a montré qu'ils n'étaient pas du tout inspectés. Il n'y a personne qui les inspecte. Et puis le département fédéral de l'Intérieur a dit, en fait, la responsabilité revient aux exploitants. C'est les exploitants qui doivent s'auto-contrôler, s'auto-surveiller. Vous savez, en Suisse, pour les balances, par exemple, les balances de marché, il y a ce qu'on appelle des autorités de mensuration qui vont vérifier régulièrement que les balances de marché fonctionnent correctement. Mais pour la biosécurité, il n'y a rien. Alors, Félix Wettstein, suite à l'audit, parce que lui, il est aussi dans les commissions de gestion qui ont vu ça, etc., il a demandé un rapport et ce rapport est sorti. Il est confidentiel. J'ai fait une demande sur la loi sur la transparence pour avoir le rapport. Mais on m'a dit, c'est demandé pour le Parlement. Donc j'ai écrit à Stéphane Kohler en lui disant, cher Stéphane, tu peux me donner ce rapport? Il a dit, ouh, on va demander. C'est la commission des finances, donc c'est Roland Fischer qui va décider, on va voir. Mais il est passionnant ce rapport. D'ailleurs, à mon avis, il n'y a aucune raison de ne pas le publier. D'ailleurs, je recommande, s'il y a un parlementaire fédéral dans la salle, de faire en sorte qu'il soit publié. Parce qu'on voit qu'en Suisse, il y en a 41, si on prend les niveaux 3 et 4. Il y a 41 sites qui sont répartis dans 14 cantons. Et puis on voit qu'il n'y a que les cantons de Zurich et de Bâle-Ville qui tiennent tout juste l'intervalle de 3 ans qui est recommandé par l'OMS. Et les autres, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de surveillance. Et ce qu'on a vu à Berne, c'est catastrophique. Voilà. Alors, est-ce que c'est de la préparation de crise? Est-ce que c'est de la prévention de crise? On peut laisser tout ça ouvert. On reviendra après là-dessus. La Migros est souvent citée comme exemple dans la gestion de crise. Ils ont aussi une organisation qui est très en cascade avec des fédérations locales, des groupes, etc. Et puis, la gestion de crise, c'est ce monsieur Reinhard Deutschmann qui est vraiment quelqu'un de très bien. D'ailleurs, je l'ai découvert dans un livre qui vient de sortir sur la gestion de crise, malheureusement en allemand, mais qui est vraiment passionnant. Et pour lui, alors c'est clair, l'organe de gestion de crise doit être celui qui prépare les crises. C'est fondamental pour lui. C'est complètement faux de dire au moment de la crise, on prend quelqu'un de tout à fait nouveau qui découvre le truc et qui va devoir partir de zéro. En fait, il faut être dans la continuité si on veut être efficace dans la gestion de crise. Alors, qu'est-ce qu'on a en Suisse? On l'a vu avec ces 3 exemples. Les cantons sont en général responsables pour la préparation, pour les mesures préparatives. Et puis quand vraiment c'est la crise, là on a les compétences, situation extraordinaire,
qui viennent au Conseil fédéral, qui va devoir en fait hériter, on l'a vu avec les questions de masques, etc., qui hérite en fait de l'état de préparation des cantons. Avant la crise, il ne peut rien faire, il ne peut même pas aller vérifier, on le voit avec la protection civile, il ne peut pas aller demander, voilà, vous êtes prêts? Non? Même demander, c'est encore trop. C'est contraire aux règles du fédéralisme. Et je pense que ça, c'est un des grands problèmes. Alors, la base légale, elle existe. Et ce qui est intéressant, c'est pour ça que je pensais monsieur Tourner est une personne centrale, c'est que dans la loi sur l'organisation, c'est clairement le chancelier qui doit détecter à temps les situations susceptibles d'aboutir à une crise et de gérer les crises effectives. C'est-à-dire que la chancellerie fédérale a ce rôle de veille. C'est à lui de faire cette veille pour voir les crises qui sont dans le pipeline et qui vont arriver. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à la Confédération, à mon avis, c'est intimement lié à la gestion des risques. Or, la gestion des risques, c'est à l'administration fédérale des finances. C'est-à-dire qu'on a deux organes centraux qui sont un au département fédéral des finances, l'autre à la chancellerie fédérale, qui n'ont absolument aucun lien entre eux, à mon avis. En tout cas pas institutionnel. Peut-être que Mme Nainen parle des fois avec M. Tourner, je ne sais pas. Je ne crois pas. Mais finalement, bon, après, il y a encore le problème que la gestion des risques de la Confédération, ce n'est pas la gestion des risques de la Suisse. Donc, il y a encore les risques qui ne sont pas liés à la Confédération, mais la plupart des risques, ils ont une dimension fédérale. Je crois qu'il y a peu de risques qu'on peut dire, voilà, ça c'est un risque qui n'est que cantonal et où la Confédération n'est pas concernée. Et puis, l'autre chose qu'on peut retirer de la loi, c'est que c'est le président de la Confédération qui, d'après la loi, a les compétences pour décider seul. C'est-à-dire, si le Conseil fédéral, on ne peut pas le réunir parce qu'il y en a déjà 3 qui sont morts, Ebola ou je ne sais pas quoi, ou qui sont bloqués ils ne peuvent pas rejoindre Berne, c'est le président tout seul qui décide. Or, dans tous les modèles, jusqu'à présent, que j'ai vus qui ont été en vitesse élaborée ou lentement élaborés après le Covid, c'est toujours un chef de département qui est responsable pour la crise. Alors, le chef de département, en fait, ce qu'il doit faire dans la gestion de crise, il doit préparer les décisions pour le Conseil fédéral. Donc, on n'a pas du tout une organisation de crise actuellement. C'est un tabou pour dire qu'il y a 2 conseillers fédéraux, le président plus, par exemple, le chef du département concerné, qui décide pour tout le monde. C'est un tabou. On n'a pas ce principe. Même les Ausschuss, comment ça s'appelle en français Non, c'est les délégations du Conseil fédéral. Non, c'est pas des délégations. Les Ausschuss. Ouais. Le Conseil fédéral a ces espèces de Ausschuss où, par principe, ils ne sont que 3. Partant du principe, s'ils sont 3, ils ne peuvent rien décider. Donc, on a cette espèce d'organisation qui fait que personne n'a le droit de décider tout seul. Il n'y a que dans cette condition-là où le Conseil fédéral peut décider seul si il n'est pas possible de réunir le Conseil fédéral. Le président peut décider seul si on ne peut pas réunir le Conseil fédéral. Et à mon avis, c'est là-dessus qu'il faut aussi travailler. D'ailleurs, on a vu dans les exercices de conduite stratégique, là, ces fameux exercices là, qui viennent périodiquement, les conseillers fédéraux, en général, ils ne participent pas. On part du principe qu'il serait là, mais il n'est pas là. Et tout tourne en fait à l'échelon inférieur, et je pense que c'est un petit peu dommage. Alors, on l'a dit, la crise, elle intervient dans un contexte politique qu'on connaît. Alors en Suisse, on a la démocratie, c'est nos valeurs, la démocratie, et puis on a le fédéralisme. Alors on l'a dit, c'est complexe, voilà, ça tourne, c'est des mécanismes, c'est des processus. Et puis la crise, elle va s'inviter. On a également la collaboration internationale, c'est aussi quelque chose qui est précieux. Et en fait, ce qu'on va se rendre compte, c'est que la crise, elle va principalement impacter la démocratie et le fédéralisme. Parce qu'il faut des chemins de décision courts. Si vous voulez bien gérer une crise, il faut décider rapidement. Et puis, il faut décider le plus librement possible. Il ne faut pas être trop contraint. Il faut pouvoir prendre des mesures rapidement. Si on dit, voilà, maintenant, il faut construire une usine ici pour produire des antibiotiques, il faut que ça se fasse demain ou ce soir. Le premier coup de pelle est fait. Et pour faire ça, ça veut dire que vous allez empiéter sur la démocratie. On va y venir rapidement. Ce n'est pas vraiment le thème aujourd'hui, mais j'aimerais quand même ouvrir une parenthèse. Et puis, sur le fédéralisme. Ce qu'on se rend compte, c'est que la collaboration internationale, c'est de plus en plus important. Et là, heureusement, je dirais que les compétences sont claires. On l'a vu avec la fermeture des frontières, on l'a vu avec la question de l'énergie, on l'a vu avec l'Ukraine, avec les réfugiés. Aujourd'hui,
des gens qui disent à juste titre que la Suisse, c'est en fait une infrastructure critique de l'Europe. C'est-à-dire que pour l'Europe, si la Suisse ne fonctionne pas, on a un problème avec l'électricité, avec les transports, avec même SWIFT, hein, puisque le central de SWIFT, il est en Turgovie, donc pour les trafics de paiement. La Suisse est indispensable, elle doit fonctionner pour l'Europe. Donc la collaboration internationale, c'est quelque chose d'essentiel. Maintenant, je liquide d'abord la question des atteintes à la démocratie en vitesse. Ce qu'on a vu pendant la crise, il n'y avait plus de votation et d'élection. Les collectes, vérifications des signatures étaient plus possibles, donc je parle du Covid. Hein. La session parlementaire printemps interrompue, les gens renvoyés à la maison, pas d'alternative. Et puis les séances de commission, elles ont toutes été annulées, sauf celle de la délégation des finances, parce que pour l'argent, là, on a encore trouvé des solutions pour réunir les gens. Donc en fait, toute la démocratie, l'appareil démocratie, en cas de crise, il est carrément déclenché, on tire la prise. Avenir Suisse a fait une étude très intéressante là-dessus, en faisant des recommandations, puis en montrant qu'il y a des outils tout simples. Par exemple, avec e-voting, on peut continuer à avoir la démocratie, on peut continuer à avoir des élections. E-voting, moi je suis contre, mais en l'occurrence, je suis quand même pour, parce qu'en cas de crise, c'est la seule possibilité, et ça mérite de regarder ça un peu sérieusement. Le vote électronique pour les parlementaires, pour qu'ils puissent continuer, s'ils sont en télétravail, à tenir leurs sessions, ou les séances de commission. Je ne comprends pas pourquoi toute la Suisse a travaillé en télétravail et tout a fonctionné, mais le Parlement ne peut pas faire le télétravail. Ça, c'est aussi quelque chose, à mon avis, qu'il faut rapidement corriger. Et puis, dans le domaine des commissions fédérales, ce que j'observe, on a parlé de Axpo, la décision sur les 4 milliards, elle a été prise par la délégation des finances, donc par une délégation qui a des compétences financières. La commission, les 2 commissions du Conseil national et du Conseil des États qui traitent de l'énergie, c'est la SEAT, elle n'a pas été consultée parce que ce n'est pas possible d'avoir 40 personnes. En cas de crise, vous ne réunissez pas 40 personnes. Donc je ne comprends pas pourquoi toutes les commissions, à mon avis, devraient avoir une délégation en réserve avec 3 conseillers d'État, 3 conseillers nationaux, qui peut, en cas d'urgence, être consultée pour éviter que ce soit la délégation des finances qui se prononce sur les vaccins et pas la commission de la santé. Alors elle peut se prononcer les deux, mais s'il y avait une délégation des commissions de la santé, elle pourrait faire un partenariat avec la délégation pour les décisions urgentes. Donc ça, c'est quelque chose, à mon avis, qui mériterait au niveau parlementaire, peut-être quelqu'un prend des notes, que ça mériterait d'être amélioré. Voilà. Et cette étude d'Avenir Suisse, je ne suis pas toujours d'accord avec eux, mais là, je pense qu'ils ont mis le doigt sur les bons problèmes. Bon, après, on est d'accord, la crise, on ne l'anticipe pas, personne n'est vraiment compétent pour anticiper et prendre des décisions, et puis on a la préparation qui est pas la même responsabilité que la gestion de crise. Donc ça, c'est les problèmes. Maintenant, quand on est dans la crise, et là, on a l'avantage avec Covid, il y a eu beaucoup de papiers, beaucoup d'études, beaucoup d'analyses. Il y a celle de la chancellerie fédérale, beaucoup de rapports. Il y a la conférence des gouvernements cantonaux qui a également fait une analyse, et puis le contrôle des finances qui a fait en tout cas 5 ou 6 rapports là-dessus. Je vais revenir sur l'essentiel. Mais si ça vous intéresse, allez-y. Vous pouvez vraiment, si maintenant on a des week-ends pluvieux, il y a de quoi lire dans ce domaine. Malheureusement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de constats qui se recoupent d'ailleurs, et puis qu'il reste encore les décisions et les mesures à prendre. Mais ça, on revient à ce thème. Alors, j'adore cette carte. Ça, c'est la carte du taux d'infection ou de contamination au Covid à un moment donné, à un moment où les mesures étaient de nouveau une fois cantonales. Et puis, alors, si on regarde ici, ouverture des restaurants, des magasins, des écoles, on va se retrouver, ça c'est le domaine des enclaves dans la région des Trois-Lacs. Alors, le taux du canton de Vaud, il est très, très, très élevé, exactement là, au bord du lac de Morat. Et puis à côté, le taux du canton de Fribourg, 2 km à côté, ça va un peu mieux. Puis on fait encore 3 km, on est dans le canton de Berne, puis alors là, tout va bien, la vie est belle. Et c'est un peu ce problème des décisions cantonales. Parce qu'on est tous, c'est clair, à cette époque-là, le canton de Vaud, c'était surtout la région Nyon-Morges, qui, contaminée par Genève, était vraiment le problème. Non, mais je suis genevois, je peux le dire. Mais ce n'était pas ni Rougemont, ni Sainte-Croix, probablement. Et puis encore moins la région des Trois-Lacs ou la Broye. Donc en fait, on a le problème avec ces mesures cantonales on prend des décisions pour tout le canton de Berne qui va de l'Oberland jusqu'à
un peu moins haut qu'avant, mais enfin quand même dans le Jura bernois. Donc, moi je me rappelle, il y a eu, je ne sais pas ce que ça a donné, mais l'Office fédéral de la santé publique nous avait contacté en mars 2020 en disant Google nous a contactés, il nous propose de mettre les points et les données sur une carte Google qui permettrait de faire après une analyse plus fine de la situation. Et puis ils avaient un peu peur, est-ce qu'ils ont le droit, pas le droit? Et finalement, je crois que ça ne s'est pas fait. Et je pense que c'est extrêmement dommage parce que la plupart des mesures Covid, on aurait mieux fait de les faire par vallée. Par exemple, dans le Valais, on pouvait bloquer les vallées. Il y a une vallée qui n'est pas contaminée, l'autre oui. La logique, si maintenant on a Ebola, je pense qu'il faudra prendre des mesures beaucoup plus ciblées sur la base d'un système d'information géographique. Ces systèmes d'information géographique, c'est beaucoup plus fin, c'est au niveau des communes, et puis ça permet de prendre des mesures qui sont beaucoup plus ciblées. Donc là, en l'occurrence, si on ne veut pas prendre une mesure nationale, il y a des cas où on a eu des mesures nationales, c'était correct. À mon avis, les mesures cantonales, ça ne fait pas beaucoup de sens. On ferait mieux de prendre des mesures régionales en essayant de mieux cibler. Le grand problème, et là je crois que tout le monde est d'accord, c'est le domaine informatique, avec l'histoire des fax, etc. Là, c'est un audit du contrôle fédéral des finances qui montre que le renforcement des compétences serait souhaitable. On va revenir encore là-dessus. Un exemple, voilà, c'était la disponibilité, le nombre de personnes hospitalisées. C'était les cartes qui étaient disponibles. Et puis en fait, ce que vous voyez, c'est qu'il y a des trous dans les cartes. C'est-à-dire qu'il y a des cantons qui livrent simplement pas de données. Alors ça fait ces cartes. Alors je ne sais pas comment l'état-major de crise il doit faire quand vous avez simplement pas de données. Un canton, on ne sait pas. Voilà, c'est rien. Alors le contrôle fédéral des finances dans cet audit a quand même essayé de comprendre. D'abord, il n'y avait pas d'obligation juridique de livrer les données. Et puis après, il y a toute la question comment motiver les cantons à donner des données, puisqu'ils ont l'impression, s'ils disent qu'il y a des lits disponibles, on va leur filer les gens des autres cantons. Et s'ils disent qu'ils ont beaucoup de masques, on va leur dire, bon, bah, tu donnes tes masques à ceux d'à côté. Et ça veut dire qu'il y a eu le doute, il n'y a pas eu d'analyse forensique, mais le doute que dans certains cantons, le fait de ne pas donner les données, c'était une façon de se protéger contre le principe de solidarité confédérale. Ce qui pose quand même un problème. Et puis alors, le problème, à mon avis, qui est fondamental dans le domaine informatique, et je crois que c'est là-dessus, et là, le contrôle fédéral des finances a fait beaucoup d'audits là-dessus, c'est la question de la compatibilité sémantique, c'est-à-dire la définition des données, le modèle de données. Est-ce que quand on parle d'un lit, on parle partout du même lit? Alors, en 1877, le système métrique a été imposé en Suisse contre l'avis des cantons, de certains cantons qui voulaient continuer avec les livres et les brasses et les, je ne sais pas encore quelles unités de mesure. Dans le domaine informatique, on en est encore très très loin. Il y a des standards, mais qui ne sont pas contraignants. C'est les fameux standards de CHCH, ECH, etc. Et ces standards doivent devenir contraignants si on veut avancer dans le domaine. Mais de nouveau là, si on veut le faire, il faut modifier la Constitution pour donner à quelqu'un la compétence de faire des standards contraignants. Et sinon, ça restera, tout le monde est obligé d'introduire le kilo. Là, on est d'accord. Mais le kilo saint-gallois, c'est 950 grammes et le kilo vaudois, c'est 1080 grammes. Voilà, donc on n'avance pas, quoi. Donc ce problème, il est connu, il est archi connu. La solution, c'est une modification de la Constitution, donc ça ne se passe pas et on continue à tourner autour du problème, malheureusement. Puis alors après, là, voilà, ça c'est la chancellerie fédérale qui dit la même chose. Interopérabilité technique et sémantique. Donc en fait, là, pour dire les constats, tout le monde est d'accord. Après, là, je reviens sur un autre thème qu'on a un peu creusé. Alors, Eric m'a demandé de vous dire qu'il part, mais il reviendra. Il a un téléphone urgent, mais ce n'est pas qu'il part, parce que ce n'est pas intéressant. Bon. Les télécommunications Polycom. Alors ça, c'est le grand serpent de mer. Et ce qui est intéressant, Polycom, c'est un système de télécommunication qui permet, en cas de crise, de continuer à communiquer. Et si Polycom est bien installé, il est installé qu'un générateur, c'est-à-dire que même s'il n'y a pas d'électricité, on peut continuer à parler et à gérer la crise. Alors, c'est un système qui va dans toutes les polices ont Polycom.
tous les feux bleus ont Polycom, tout ça c'est bon, c'est parfait. Et puis après, on a essayé de creuser un peu en disant, oui, mais qu'est-ce qu'il en est des exploitants des infrastructures critiques? Vous avez dit, oui, ça c'est prévu, ça c'est prévu. Ouais. Et puis c'est fait. Alors il y en a 15 qui ont ça. Alors 15, il faut savoir, les exploitants d'infrastructures critiques, c'est électricité, transport, micro, donc détaillant, eau, etc., compagnie de chemin de fer. Il y en a probablement une centaine. Donc il y en a déjà 15 qui sont équipés, c'est la bonne nouvelle. Puis après, on a posé la question, puis les offices fédéraux, parce que les offices fédéraux, on voit, il faut qu'ils puissent communiquer. Est-ce que les services du Parlement ont Polycom? Non, ça, ils n'ont sûrement pas. Donc en fait, si on va au bout de la logique, c'est un peu le problème, c'est que tout le monde dit il faudrait, mais on ne fait pas le scénario. Voilà, comment va communiquer le Conseil fédéral avec les directeurs, les principaux offices? Moi, je regarde juste le contrôle fédéral des finances. Le contrôle fédéral des finances, qui est censé, en principe, surveiller que les milliards qui vont être donnés et dépensés pour la prochaine crise, qu'il y ait des systèmes de contrôle interne qui fonctionnent. Le contrôle fédéral des finances n'a pas de station Polycom. Il n'a pas non plus la formation pour utiliser ce système. Et finalement, on est exactement là dans le domaine. On va développer des modèles à plus en finir et des concepts, etc. Et les choses triviales ne se font pas juste pour permettre de communiquer. Alors, peut-être que certains offices, FedPol a son Polycom. À mon avis, l'administration fédérale des finances n'a pas de Polycom. À moins que quelqu'un dans la salle me dise si, tout le monde a Polycom. Donc ça veut dire, si tout d'un coup, il n'y a plus d'électricité, le réseau Swisscom tombe, il y aura FedPol pourra parler avec la police cantonale. Mais le chancelier fédéral, il faudra qu'il cherche. Bon, c'est bien parce que tout est très proche à Berne, donc on se trouve au café, mais c'est pas très sérieux. Les gouvernements cantonaux, les grandes villes, voilà. Et c'est tout simple. Hein. Ça, et c'est même pas très coûteux si on compare avec ce qu'a coûté la dernière crise. Mais là, les chiffres, on n'est pas tous d'accord sur combien ça a coûté. Bien. Après, il y a le problème, là, je suis très méchant. Au début, je n'avais pas mis de point d'interrogation. Je me suis dit, je dois quand même... Sinon, je serais... Est-ce que c'est un self-service pour les cantons? Alors, ouais, Nathalie fait une photo. On a eu les réductions d'horaires de travail. Alors, je trouve que c'est très intéressant. Dans son introduction, le professeur Pasquier a dit que dans le domaine de l'assurance sociale, en fait, on a l'impression qu'il se renvoie le dossier, ouaf, c'est pas trop grave, mais en fait, la personne qu'on se renvoie passe d'un porte-monnaie à l'autre. Alors, les réductions d'horaires de travail, pourquoi les réductions d'horaires de travail ont été adorées par les cantons et les partenaires sociaux? C'est pour ça qu'on a toutes les peines du monde à enlever ces mesures d'urgence. Parce que tout le monde trouvait ça super. Parce que ce n'était pas payé par le fonds chômage. Ça a l'air d'être du fonds chômage. Ça a la même odeur que le fonds chômage. Mais ce n'est pas le fonds chômage, c'est la Confédération à 100%. On est à 16 milliards. 18, 16 milliards. 16 milliards. Et quand vous regardez le fonds chômage, il se porte à merveille en ce moment. C'est fantastique. Ils n'ont rien dépensé pendant 2 ans, 3 ans. Tout est parti, les 16 milliards, c'est la Confédération toute seule. Alors bien sûr, là on dit oui, c'est bien ces indemnités. D'ailleurs, il faudra encore les donner aux bibliothécaires qui n'ont pas pu faire leur boulot. Alors après, il y avait toute la discussion. Les indemnités réduction d'horaire de travail, dans l'idée de l'assurance chômage, c'est pour sauver les gens d'un licenciement, pour qu'ils restent à leur poste de travail, pour que quand ça revient, ils ne soient pas à la rue. Donc quand vous dites pour le bibliothécaire, en fait, à juste titre, je ne suis pas toujours d'accord, mais à juste titre, on a dit, oui, mais le bibliothécaire, il ne va pas se faire licencier parce que la bibliothèque, à cause du Covid, elle est fermée. Donc, il n'y a pas de raison que la Confédération paye les salaires des cantons juste parce qu'il y a ces RHC qui sont là. Et ça a fait des guerres incessantes avec les services de bus, les hôpitaux. Il y a même des hôpitaux. Ils ont dit, ouais, maintenant, on ne peut plus opérer. Alors ça, c'est à cause de vous. Alors, vous payez les RHT, pour, etc., etc. Et ça montre que en fait, les intérêts financiers dans la gestion de crise, ils sont extrêmement importants. Et ça vaut la peine, hein, on dit toujours « follow the money », et là, vraiment,
je pense qu'il y a beaucoup de décisions qui paraissent un peu aberrantes, qui sont juste justifiées par des motivations financières. Et là, les cantons et les partenaires sociaux sont complètement schizophréniques, puisqu'on est tous, je ne sais pas si quelqu'un ne paye pas d'impôt fédéral ici, mais je veux dire, on paye tous l'impôt fédéral et l'impôt cantonal. Donc de dire, voilà, c'est bien, c'est la Confédération qui paye, mais moi je paye l'impôt fédéral direct et vous aussi. Donc finalement, cette espèce de schizophrénie, elle est très malsainte, et ça a fait que le régime, la procédure simplifiée, sommaire pour les indemnités pour réduction de travail, sont restées beaucoup trop longtemps en vigueur. Ça a coûté beaucoup trop cher, c'est juste parce qu'il y avait un consensus pour laisser ça comme ça. Et il y a des gens ici dans la salle qui se sont battus contre, mais malheureusement. Voilà. Engagement des personnes astreintes au service militaire, à la protection civile, service civil. Ça, c'est un rapport du contrôle des finances. Je vous recommande, il faut quand même que j'avance un peu, on n'a pas beaucoup de temps, mais lisez ce rapport, il est passionnant. Ce rapport et ce graphique, il vous montre quoi? Il vous montre les 26 cantons, il vous montre le taux de contamination par Covid et par habitant, et il vous montre l'engagement de la protection civile, de l'armée et du service civil par rapport à la population et au nombre d'infections. Et vous voyez ici, si je prends Fribourg par exemple, qui est ici, Fribourg se distingue par une utilisation de la protection civile qui est absolument exorbitante. Par rapport au nombre, vous voyez, il est tout en haut. Protection civile, ils ont tout fait à Fribourg. Alors, c'est super sympa. Je veux dire, moi, j'y étais, j'habite Morat, donc je suis sur Fribourg. Ils ont fait les campagnes de vaccination, tout, on était drivés, tout. Hein. Sauf que là, de nouveau, qui paye? C'est les APG. Je veux dire, tous ces jours de protection civile, c'est les allocations pour perte de gain qui payent ça. C'est la Confédération, ça ne coûte rien au canton. Alors, est-ce que pour les autres cantons, pour les employeurs, les employés qui payent les cotisations, est-ce que moi, je suis d'accord qu'on déduise de mon salaire des APG qui vont permettre à Fribourg de faire tout son programme de vaccination, alors que dans d'autres cantons, ça a été fait par les dépenses cantonales ou par des privés. Et c'est quelque chose qui est profondément choquant et qui n'est pas connu. Dans la population, on trouve Covid, c'était génial, on s'est tous aidés les uns les autres. Ouais, mais il y en a qui sont plus aidés que d'autres. Je veux dire, c'était pas un pour tous, tous pour un, mais tous pour un, oui, mais voilà. Et je vous recommande ce rapport. Il est traduit, ce rapport? Je crois, hein, non? Mais si vous lisez un rapport, lisez celui-là, parce que je trouve qu'il est, il est vraiment intéressant. Et vous aviez aussi cette question de l'armée qui était engagée et qui finalement devait remplacer les Securitas pour faire les patrouilles autour de l'hôpital. L'hôpital ça lui permettait d'économiser les dépenses pour les Securitas. Et puis voilà, c'est l'armée qui paye, donc c'est personne. Nous, on voit ce que ça coûte de l'autre côté, donc c'est pas personne, c'est juste ça qu'il faut retenir. Bien. Alors, il y a deux constats. C'est la chancellerie fédérale qui dit que ça a mieux fonctionné à partir du moment où le Conseil fédéral décidait tout seul. Je trouve ça, c'est amusant. Après, il y a une citation que, excuse-moi Nathalie, je n'ai pas résisté. Il faut maintenant tirer les leçons de la pandémie. Le fédéralisme, c'est certes un pilier de la Suisse, mais il est parfois lourd et compliqué, surtout en cas de crise. C'est une interview de Guy Parmelin dans la Sonntagszeitung. C'est une citation que j'adore. Elle était en allemand, mais en français, elle est aussi valable. Donc, vous voyez que même des UDC vaudois peuvent se permettre de critiquer le fédéralisme. Donc, ça veut vraiment dire qu'on est arrivé à un point où c'est... que moi, je le critique, c'est banal, mais que Guy Parmelin dise que le fédéralisme est parfois lourd et compliqué, je pense que... Alors, d'où c'est que ça vient? Quelqu'un dit, avec les conférences des directeurs, ça ne marche pas. Alors, là, je vais un peu plus vite. Si vous regardez une pollution majeure, qu'est-ce qui se passe en pollution majeure? On se dit, ah, mais très bien, on a la conférence suisse des directeurs de l'environnement. C'est eux qui vont regarder ça. Oui, mais l'Office fédéral de l'environnement, ils ne sont pas dedans. C'est qu'une conférence avec les 26 cantons. On n'a que des conférences horizontales. On se dit, ah, une crise énergétique, ah, très très bien. Alors on a la conférence des directeurs cantonaux de l'énergie, c'est eux qui vont faire ça. Oui, mais le BFE n'est pas dedans. Le BFE, ils sont persona non grata là-bas. Et on a vu dans la crise sanitaire, on a la fameuse conférence des directeurs cantonaux de la santé, où Anne Lévy elle est invitée parfois comme observatrice, mais voilà, ça tourne comme ça.
Alors, peut-être vous savez, enfin, plusieurs d'entre vous savent qu'on a une conférence suisse des contrôles des finances. C'est unique en Suisse, c'est une conférence qui réunit le contrôle fédéral des finances, les 26 contrôles cantonaux des finances et les contrôles des finances des 7 ou 8 plus grandes villes. C'est la seule conférence suisse où on a verticalement tout le monde à la même table. Il n'y a pas de conférence en Suisse où vous avez les gens autour de la même table verticalement. Vous avez la conférence des gouvernements cantonaux qui parle avec le Conseil fédéral, mais verticalement, ça ne fonctionne pas. Et je pense que c'est un des grands problèmes, c'est ces conférences suisses qu'il faudra modifier. La conférence des gouvernements cantonaux, eux, ce qu'ils disent, c'est que l'état-major de crise de la Confédération et l'état-major fédéral de protection de la population n'ont pas été jugés utiles. Il y a trop de personnes, 30 à 50 personnes. Alors là, je dois leur donner raison. Pour moi, un état-major de crise, c'est à partir de 10 personnes, c'est plus maniable. Je veux dire, si vous avez 50 personnes, c'est le conseil d'administration d'Asuva, quoi. C'est la commission de surveillance de l'assurance chômage. Alors, il faut tant de romans, tant de tessinois, tant de dames, tant de syndicalistes, tant de patronaux. Voilà. Puis une fois qu'on a tout le monde, on regarde s'ils arrivent à travailler ensemble. Non, tant pis. Voilà. Voilà, donc là, maintenant, en termes de collaboration, si vraiment, et là, j'essaie de faire court et simple, je pense que l'organisation de crise dans les cantons de la Confédération, on devrait avoir à peu près les mêmes modèles. Ça permettrait déjà, si vous êtes organisé de la même façon, vous savez que telle personne elle a tel rôle, et ça permet à tous ceux qui ont le même rôle de travailler ensemble. Et puis, je pense qu'il faut s'habituer, et ça, c'est une question de préparation des crises. Je pense que la conférence suisse de l'énergie devrait être créée avec les plus gros cantons. Il n'y a pas besoin d'avoir les 26 cantons et le Liechtenstein. Les plus gros cantons, l'Office fédéral de l'énergie et les villes, par exemple, qui produisent de l'énergie. Je veux dire, cette conférence suisse de l'énergie, allez, 12 personnes, mais vous avez les players qui sont là et qui discutent ensemble. Et si on arrive à faire ça, on aura brisé un tabou énorme. Une conférence suisse de la santé avec les principaux cantons qui ont des gros hôpitaux, l'Office fédéral de la santé publique, et c'est tout. Et les scientifiques, bien sûr, comme observateurs. Voilà, ça c'est au niveau de la collaboration. Et puis maintenant, j'aimerais encore, ça c'est mon dada, c'est les hélicoptères. C'est revenu avec le Haut-Valais, l'incendie au Valais. Vous avez vu Erzemat qui dit « Ouais, méchants, ils viennent nous piquer notre job ». Il y avait déjà la Rega qui est toujours en clinch. Il y a un très bon article du CEO de la Rega. Il a d'autres défauts, mais là, en l'occurrence, je suis tout à fait d'accord avec lui, qui explique qu'en fait, pour le transport de malades, la Rega est de facto l'organe de coordination entre tous les hôpitaux suisses, tous les services, les feux bleus suisses. C'est la Rega qui fait ça, sauf dans certains cantons qui refusent à la Rega de pouvoir s'immiscer dans les affaires cantonales, c'est bien sûr le Valais, puisque entre Airglass et Erzemat, ils ne veulent pas de concurrence sur leur sol, donc peu importe ce qui se passe, ils ne veulent pas. Mais ça, c'est question fédéralisme, etc. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que l'hélicoptère, pour les incendies de forêt, on se rend compte qu'on a besoin d'hélicoptères, beaucoup. Pour les inondations, quand il faut sauver les gens, il n'y a plus rien qui roule, donc c'est les hélicoptères qui peuvent être utiles. Sécheresse, pour aller donner un peu à boire aux vaches en haut, c'est les hélicoptères. Tremblement de terre, si les lignes de train ou les routes sont détruites, c'est les hélicoptères. Glissement de terrain, et puis quand Zermatt est bloqué par les avalanches, c'est les hélicoptères. En Suisse, on a à peine 400 hélicoptères. Donc je pense que ça ne serait pas une mauvaise idée d'investir dans plus d'hélicoptères, même si on n'a pas encore le plan détaillé de savoir dans quel canton il faut combien d'hélicoptères, etc. Mais si par hasard les F-35 ne viennent pas parce qu'ils sont en retard, moi je recommande de mettre peut-être un petit peu plus d'hélicoptères. Bon, les Patriotes, ça serait bien aussi parce que je trouve que c'est quand même plus efficace que les F-35. Mais mettez un peu plus d'hélicoptères, je pense que ça sera toujours utile. C'est quelque chose, c'est un peu les choses dont on a besoin et puis qui ne sont pas là. Voilà, maintenant je termine en 2 minutes. Les indispensables qui risquent de manquer. Alors ça, je fais un peu de la vision. Hein. Je pense qu'à la prochaine crise, ça continuera la même chose. Le Parlement sera out parce qu'il n'aura pas instauré de mesures pour le vote électronique et la tenue à distance des sessions. Je pense que ça, avant l'an 3000, ça ne va pas se faire.
Elle est où, Léonore? Je ne la vois pas. T'es où, Léonore? Ah, t'es là-bas au fond. Faut voter juste, c'est ça? Non, je veux dire en octobre. Coordination. Conférence suisse de l'énergie, conférence suisse de la santé, conférence suisse de l'environnement pour gérer les crises, préparer les crises. Ça serait bien, mais ça ne va pas être fait. Parce que les cantons ne voudront jamais. Sauf si on modifie la Constitution. Les hélicoptères, bon, peut-être. Peut-être, mais qui va le payer? Est-ce que c'est fédéral, cantonal? Le mieux, c'est encore de faire une donation à la Réga, si vous voulez vraiment être sûr. Polycom, pour tout le monde, ça peut se faire. C'est vraiment simple. C'est tout bête. Puis en plus, ils sont tout contents. Les entreprises privées sont tout contentes de vendre ça. L'informatique, la sémantique, ça serait bien, ça serait indispensable. Sans modification de la Constitution, peu de chances que les cantons acceptent des... On est dans un modèle de souveraineté. Là, ils ont trouvé ça maintenant, la souveraineté digitale. Je décide comment je définis mon lit d'hôpital. Et personne n'a le droit de dire comment je définis mon lit et comment je le saisis dans le système. C'est ma souveraineté. Alors après, on a une souveraineté romande. Donc on aura une souveraineté digitale alémanique contre une souveraineté digitale romande. On s'approche, il n'y aura plus que 300 d'art, puis les rétro-romanches, puis Valais, ils font de façon autrement. On aura peut-être 5 souverainetés différentes. Ouais. Et puis, alors, je vous recommande aussi, plutôt que de mettre 4 milliards pour Axpo, on peut peut-être acheter quelques générateurs. C'était Peter Bodenmann qui disait, mettez un générateur partout, mettez des générateurs avec 40 litres de carburant. Avec ça, vous tenez toutes les crises. Parce que le solaire, entre nous, ouais. Sauf que vous savez que quand il y a un peu de poussière dans l'atmosphère, le solaire, il ne fonctionne plus très bien. Et puis, en cas d'accident nucléaire, il y a des nuages qui se forment, comme après les volcans. Après, c'est un hiver pendant 2 ans, quoi. Donc, le solaire, dans l'hiver post-nucléaire, ça ne marche pas non plus. Donc, un générateur, c'est pas mal. Voilà. Puis là, je replace cette fameuse caricature qui nous avait valu au contrôle fédéral des finances une lettre de la conférence des directeurs des gouvernements cantonaux qui avait écrit à Evelyne Widmer-Schlumpf pour se plaindre de cette caricature qui était dans notre rapport annuel en disant que c'était insolent de se moquer du fédéralisme qui est un pilier de la Suisse et que le contrôle fédéral des finances était insensible et que c'était quelque chose de scandaleux. Et puis finalement, on a continué. Donc voilà. Voilà, c'est bon, merci. Alors, on va prendre quand même quelques minutes pour des questions, quitte à bousculer un tout petit peu notre horaire. Je pense que ça vaut la peine. Notre orateur nous a suffisamment interpellés pour qu'on vous donne à vous aussi la parole pour l'interpeller à votre tour. Qui souhaite prendre la parole ? Oui, Étienne Paultier, professeur retraité également. Au fond, la crise du Crédit Suisse, c'était purement fédéral, donc tout va bien. Et puis, elle a été menée de main de maître, ou ce n'est pas votre appréciation? Alors, la crise du Crédit Suisse, je l'ai vécue de l'extérieur, malheureusement, je l'aurais volontiers. C'était un problème purement fédéral, vous avez raison. Les problèmes étaient clairement de la compétence FINMA et puis Autorité de surveillance de la révision. Maintenant, j'ai écrit une colonne sur la Banque cantonale zurichoise. La Banque cantonale zurichoise a un total de bilan de 200 milliards. Le canton de Zurich a un total de bilan de 25 milliards. Et il y a une garantie cantonale. Donc ça veut dire, dans ce cas-là, on aura de nouveau la même chose. Tant que tout va bien, la Banque cantonale zurichoise ne paye pas d'impôts, ne contribue pas à la péréquation financière, donne tous ses dividendes au canton de Zurich, et quand tout ira mal, probablement la Confédération sera appelée à l'aide parce que le canton de Zurich n'a pas les moyens de financer sa banque. Donc, vous avez raison pour le Crédit Suisse, c'était purement fédéral, mais
too big to fail, on a aussi des cas cantonaux dont va hériter la Confédération, malheureusement. Vous aviez même précisément écrit une forme de cantonalisation des profits et de nationalisation des pertes. D'autres questions à Michel Huisseau, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci pour cette conférence excellente qui nous a montré un peu le blocage de la situation dans laquelle nous nous trouvons. J'aimerais bien poser une hypothèse relativement osée, mais j'aimerais savoir votre réaction. Je prétends que le pouvoir important dans les périodes de crise, ce n'est pas au Palais fédéral, mais c'est à 300 mètres à côté, dans la Maison des cantons. Alors, je prétends que l'arrivée des cantons comme quatrième niveau horizontal n'est pas constitutionnelle. Je prétends que là, il y a un phénomène de concentration de pouvoir non prévu dans la Constitution qui n'est pas constitutionnel. Oui, moi je vous donne raison. La conférence des gouvernements cantonaux n'a pas d'existence juridique. C'est le Conseil des États qui est le représentant des cantons. Les conférences suisses des directeurs n'ont pas non plus de base juridique. Et ce qu'on voit, c'est que dans les concordats entre cantons, qui sont encore une variante, c'est tous les législatifs des cantons qui sont exclus, puisque les concordats sont conclus en principe entre les gouvernements cantonaux, en excluant toute la procédure législative dans les cantons. Donc je pense qu'on a là un problème, mais ça tient à la construction de l'État fédéral, puisque la compétence initiale et originale est au canton, et la Confédération n'a que des compétences déléguées. Mais vous avez raison, et ce que nous observons, c'est l'agressivité de la conférence des gouvernements cantonaux pour éviter aussi, il y a même eu dans le rapport, un des rapports là que je cite, où ils disent qu'il faut faire attention que les conférences sectorielles, comme par exemple la conférence de la santé, ne donnent pas un avis qui n'a pas été avalisé par la conférence des gouvernements cantonaux. Donc c'est complètement aberrant. On se retrouve dans un contrôle. Il y avait aussi le fait que les offices fédéraux, quand ils font un groupe de travail et qu'ils disent « Ah ben voilà, il y a M. Muller, Fribourg, ça c'est vraiment le spécialiste, on veut l'avoir dans le groupe de travail ». Muller, s'il est employé du canton de Fribourg, en principe, il ne peut participer que si la conférence des gouvernements cantonaux accepte que Muller représente l'avis de Fribourg dans ce groupe fédéral. Donc il y a un vrai pouvoir là, oui. David Pittet. Oui, je vais vous demander si le recours massif, mais justifié, au droit d'urgence lors de la crise sanitaire n'a pas finalement changé la pratique par rapport au droit d'urgence. Et je fais justement référence à la crise du Crédit Suisse, où il me semble que le Conseil fédéral a utilisé le droit d'urgence avec une facilité un peu déstabilisante, parce que finalement, on s'y était habitué dans les dernières années, quoi. Oui, je partage votre avis. Et en plus, dans l'affaire du Crédit Suisse, la base légale n'était pas aussi claire que dans la loi sur les épidémies. Parce que dans le domaine des épidémies, on a une loi fédérale qui décrit la situation particulière, la situation extraordinaire, etc. Dans le domaine du droit bancaire, il n'y a absolument rien de ça. Donc là, on passe directement de la Constitution à la décision qui a été prise. Donc je pense que ça mérite de regarder ça de manière plus attentive. Ouais. Encore une question? Oui, là-bas au fond. Oui, donc peut-être une remarque, une question. Donc la première remarque, c'est que finalement la prévention, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas toujours possible. Donc on a des crises qu'on peut pas prévoir. En économie, on a des chocs exogènes qui prennent tout le monde par surprise. Par exemple, le 11 septembre 2001, même si il y a eu des rumeurs par la suite que la DGSE avait prévenu les Américains, c'est pas sûr
enfin, je pense que la plupart des pays ont été pris par surprise. La question, c'est, vous avez parlé de l'organisation, en fait, du rôle de la chancellerie et du rôle du département des finances. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas prévoir une organisation, disons, à géométrie beaucoup plus variable et plus flexible? Je pense par exemple à la Banque nationale, qui est aussi, on a parlé de la Maison des cantons tout à l'heure, mais aussi la Banque nationale, qui est un acteur important en relation avec le Crédit Suisse, le département de l'économie. Enfin, il y a d'autres acteurs en fonction de la nature de la crise. Alors, je crois qu'il y a un consensus aujourd'hui, après toutes ces crises, c'est qu'il faut essayer de gérer la crise le plus longtemps possible, à mon avis, tout le temps, en s'appuyant sur la ligne, en s'appuyant sur les gens qui font ça au quotidien. C'est-à-dire que ne pas sortir le dossier des gens qui gèrent ça au quotidien. Donc, dans ce sens-là, je pense que la gestion par l'OFSP était probablement une bonne chose, puisque c'est eux qui ont ce dossier, qui continuent à le gérer. De transférer la gestion de crise à un organe hors sol, avec des spécialistes de gestion de crise qui ne connaissent pas le domaine, ça va juste faire qu'ils vont devoir aller chercher les spécialistes et ça vous fera ces groupes de travail à 40 personnes. Donc je pense que le grand principe, c'est la ligne. Et quand la ligne ne peut plus parce qu'il y a une surcharge de travail, la bonne pratique, à mon avis, c'est d'aller chercher des ressources ailleurs et de les attribuer à la ligne. Au début du Covid, le contrôle fédéral des finances a donné 2 personnes à Luca Bruin en lui disant, voilà, on a 2 personnes qui sont d'accord de venir aider l'état-major de crise pour faire des procès-verbaux, des choses comme ça. Et je pense que c'est le bon réflexe, c'est de donner des ressources à ceux qui ont les compétences. Et puis après, ce qu'il faut assurer, c'est la coordination entre les départements. Et la coordination entre les départements, à mon avis, ça fonctionne le mieux si vous mettez 2 conseillers fédéraux ensemble qui disent « Ok, nos 2 équipes travaillent ensemble » et qui donnent ce message. Et pas forcément 2 secrétaires généraux qui préparent une décision qu'un va défendre et puis après, il y a tous les autres qui s'en mêlent. Mais ça, c'est ma vision très personnelle. Peut-être une dernière question. Ça ne semble pas le cas. C'est parfait. Merci infiniment de votre intervention.